Bonjour à toutes et tous. C'est avec une anxiété non dissimulée que je vais initier cette table ronde, puisque j'ai appris que je pouvais être réinfecté plus durement que ma première crise. Je ne remercie donc pas l'orateur. J'ai le redoutable privilège d'introduire mon ami frère jumeau qui est de l'autre côté de l'Atlantique, Christophe Faure, pour initier la première des communications concernant les pseudo-obstructions intestinales chroniques, qui est aussi un de mes sujets qui m'est cher, même si je ne trouve pas très élégant le fait que les anglo-saxons aient pris comme acronyme pour pédiatrique pseudo-obstruction intestinale chronique, l'acronyme PIPO. Christophe, on t'écoute. Bonjour à tout le monde et comme on dit ici, bon matin, parce que nous, c'est le matin. C'est un grand plaisir de parler à ce congrès virtuel du groupe francophone. Et j'ai également le grand plaisir de remplacer au pied levé Marc, et vous allez noter que j'ai gardé le titre qu'il avait fourni au départ. La POAC, c'est pas du pipeau. Et on va faire une rapide mise au point sur la pseudo-obstruction intestinale pédiatrique. En 10 minutes, je dois dire que c'est une gageure, mais on va essayer de survoler le sujet. Donc, l'idée, c'est de rapidement faire un peu la mise au point des nouveautés dans ce domaine-là, qui est, comme vous le savez tous, une des maladies les plus sévères à traiter en gastropédiatrie, avec le plus souvent des situations cliniques un peu chroniques, débilitantes, et pour lesquelles on a relativement peu d'outils thérapeutiques. On va y revenir à la fin. Alors, avant de rentrer un peu dans la description de ce tableau clinique, quelle est la définition de la pseudo-obstruction intestinale? Vous avez ici une ancienne définition qui date d'il y a environ 20 ans, 25 ans, qui en fait est toujours valable et qui définit la pseudo-obstruction comme un syndrome clinique caractérisé par des épisodes répétitifs ou continus d'occlusion intestinale, avec documentation radiographique d'une dilatation intestinale en l'absence de lésions anatomiques occlusives fixes. Ça, c'est notre définition qui reste toujours valable, mais qui, ces dernières années, ont été un peu précisées en pédiatrie notamment, afin de clarifier les critères diagnostiques et surtout de faciliter le diagnostic de cette condition chez les enfants qui, il faut le dire, est une situation qui est différente de ce qui est retrouvé chez les adultes, essentiellement par le fait que en pédiatrie, les formes primitives, c'est-à-dire liées à une anomalie génétique ou métabolique, sont évidemment prédominantes par rapport à ce qui existe chez l'adulte, pour lesquelles les formes secondaires sont les plus fréquentes. Donc, cette définition de 2020 a été publiée en 2018, donc dans le journal de JPGN, et elle est le fruit d'une réunion qu'on avait eue à Londres dans ces années-là pour essayer donc de clarifier les choses. Et après de longues discussions, on était arrivé à cette définition. Donc, le premier point est à peu près identique à la définition initiale, c'est-à-dire qu'il faut un syndrome occlusif chronique ou récidivant en l'absence de lésions anatomiques obstructives de l'intestin. Et on a rajouté des critères diagnostiques à cette définition afin, encore une fois, de simplifier le diagnostic. Et ces critères diagnostiques sont les suivants. Il faut au moins 2 des 4 critères pour porter diagnostic. Premier critère, mesure objective de l'actif, et la nouveauté est que démontré soit par un transit isotopique ou un transit radiologique, soit par une manométrie entre duodénale, démontrera donc une atteinte du système neuromusculaire de l'intestin.
Deuxième critère important qui doit également être retrouvé, c'est la dilatation de l'intestin grêle avec des niveaux hydroaériques. Et ça, c'est majeur parce qu'à partir du moment où on a une pseudo-obstruction, l'intestin grêle est atteint puisque, par définition, un enfant qui a une pseudo-obstruction a des difficultés à être alimenté par voie orale et peut avoir une situation instable nécessitant une alimentation parentérale ou entérale. Un critère qui éventuellement peut également être retrouvé et qui est nécessaire mais pas obligatoirement suffisant, c'est de démontrer dans un tableau clinique chez un enfant qui présente donc de syndrome subocclusif, de démontrer la présence d'anomalies génétiques, métaboliques ou quelconques qui sont démontrées, qui sont rapportées comme associées à la pseudo-obstruction intestinale chez l'enfant, et notamment donc l'enquête génétique a un rôle important dans ce cas-là, puisque les cas pour lesquels on retrouve des mutations sur des gènes spécifiques, on va y revenir, sont loin d'être rares. Et puis évidemment, un critère d'incapacité à maintenir l'état nutritionnel ou une croissance adéquate, donc qui nécessite, comme on le disait, une alimentation artificielle, parentérale ou entérale. Et afin donc de porter le diagnostic, on avait proposé qu'au moins deux de ces quatre éléments, devaient être réunis pour porter un diagnostic de PIPO, donc de pédiatrique intestinale pseudo-obstruction. Et ceci permet de porter le diagnostic probablement dans tous les cas de pseudo-obstruction, sans avoir obligatoirement recours à toutes les techniques de manométrie ou d'histopathologie pour porter le diagnostic. Le point important aussi, c'est que pour définir la chronicité, on avait, de façon un peu empirique, proposé 2 mois pour les nouveau-nés, donc la période néonatale, 2 mois de syndrome pseudo-occlusif, à moins de situations particulières, et on va le voir, ou 6 mois chez les enfants plus grands. Alors, partant de cette définition, quand est-ce qu'on doit suspecter le diagnostic de PIPO? En fait, de façon évidente, chez tous les enfants qui présentent des symptômes d'obstruction intestinale sans lésion occlusive, et une fois la suspicion portée, il faut évidemment confirmer le diagnostic avec les critères que je viens de vous décrire. Les situations cliniques qui sont à garder en tête et qui sont vraiment importantes à garder en tête sont les suivantes. Chez un nouveau-né, il faudra suspecter ce diagnostic de maladie de la motricité diffuse de l'intestin chez un nouveau-né, donc pour lequel un diagnostic prénatal de mégavéssie a été porté. Et il faut savoir que les symptômes digestifs peuvent être évidents et survenir dès la période néonatale, mais ces symptômes digestifs peuvent parfois être retardés dans la vie, donc il faut garder en tête cette possibilité. L'autre point très important, évidemment, c'est quand on a un enfant en obstruction intestinale ou en occlusion après qu'on ait éliminé une maladie du Hirschsprung ou une hypothyroïdie, le diagnostic de PIPO doit être suspecté. Lorsqu'on a un enfant qui a été opéré pour une malrotation et que malgré cette opération de malrotation, on a une persistance d'un syndrome occlusif ou de vomissement persistant, il faut suspecter ce type de diagnostic, tout simplement parce que les enfants avec pseudo-obstruction intestinale ont fréquemment une malrotation associée. Et puis, quand on a une obstruction intestinale associée à une dysmotilité vésicale, on vient de le voir avec la mégavéssie. Chez les enfants plus grands, on va évidemment avoir la même situation, à savoir une obstruction persistante après avoir éliminé une maladie de Hirschsprung. On a à nouveau, quand on se retrouve chez un enfant devant un enfant, avec des vomissements persistants malgré une cure de malrotation. Et puis la dernière situation clinique importante à garder en tête est la survenue de syndrome d'obstruction intestinale associé à des signes extradigestifs comme un ptosis, une surdité ou des anomalies cardiaques, que ce soit dans le rythme ou dans la fonction cardiaque, tout simplement parce que certaines manifestations des pseudo-obstructions peuvent être associées à des troubles neurologiques ou cardiaques qui sont parfois au premier plan ou qui sont parfois révélateurs de la maladie. Un élément important aussi est de porter le diagnostic, c'est sûr, de pseudo-obstruction, mais de garder en tête le diagnostic différentiel
le diagnostic de pseudopercussion est difficile et il faut le porter correctement, ce diagnostic, mais il faut savoir aussi que on a parfois des situations difficiles dont le tableau clinique peut ressembler à une pseudo-obstruction. L'aérophagie est importante avec des ballonnements parfois extrêmement importants qui sont retrouvés là, donc il faut savoir l'évoquer. Une gastroparésie sévère, une constipation fonctionnelle sévère avec généralement pas de dilatation du grêle ou de niveau sur le grêle, donc qui doit également faire discuter de diagnostic. Un syndrome des vomissements cycliques avec une fréquence rapprochée des vomissements peut porter le change pour une pseudo-obstruction. Une fistule aérodigestive en raison de la distension abdominale que cette fistule peut induire. Pullulation bactérienne qui peut être associée à la pseudo-obstruction, mais qui peut parfois être primitive avec intolérance au lactose-fructose, déficit en disaccharidase ou duplication intestinale, avec là aussi distension du grêle due à cette pullulation bactérienne. Et puis évidemment, le syndrome de Munchausen par procuration qui peut authentiquement provoquer, entre guillemets, une pseudo-obstruction, mais qui est évidemment à évoquer quand on est dans une situation clinique qui ne fait pas sa preuve de façon évidente. Alors, comment on porte le diagnostic? Eh bien, évidemment, on essaie de réunir les critères diagnostiques qu'on discutait tout à l'heure. Donc, je résumerai les choses très rapidement en 3 étapes. D'abord, évidemment, éliminer une lésion organique anatomique, ça c'est majeur pour pas... Évidemment, pour s'assurer qu'on a une cause curable ou anatomique ou chirurgicale à ce syndrome occlusif. Donc ça, c'est évidemment majeur. Qu'est-ce qu'on a comme moyen? La radiologie avec les transits opaques et puis l'IRM qui peut également être d'une grande utilité. En dernier recours, la laparotomie exploratrice, soit par laparoscopie, soit ouverte, mais on discutera de ça tout à l'heure, sachant qu'on prend toujours un risque à ouvrir le ventre d'un enfant pour qui on suspecte une maladie de la motricité. Confirmer l'anomalie motrice, on l'a vu. Et puis, évidemment, ça c'est très important également. Si on porte le diagnostic, il faut rechercher une cause traitable de PIPO secondaire, à savoir maladie de l'immunité, maladie infectieuse. Et puis, parallèlement à ça, on va chercher une cause génétique et métabolique. Pourquoi tout ça? Parce que, évidemment, avant de porter un diagnostic de maladie de la motricité idiopathique, entre guillemets, ou liée à quelque chose de non traitable, il faut s'assurer qu'on peut pas faire autrement et donc trouver un traitement pour ce patient. Les causes secondaires sont listées ici. On va évidemment, on va pas passer à travers toute la liste de ces causes secondaires. L'important à retenir, c'est que dans les causes traitables ou de bons pronostics éventuellement, il y a des causes infectieuses, métaboliques évidemment, ça c'est pas très compliqué à corriger et à trouver. Les causes infectieuses pour lesquelles on peut retrouver un virus dont l'évolution peut être favorable au long cours, et puis les causes dysimmunes, notamment les maladies auto-immunes et les maladies post-infectieuses immunes, qui peuvent également avoir un bon pronostic, et puis les causes paranéoplasiques qui sont exceptionnelles en pédiatrie. Un des progrès qui a été récemment important dans le domaine des pseudo-obstructions, c'est la génétique avec l'avènement du séquençage du génome. On a de plus en plus de situations qui sont rapportées à des maladies, donc à des mutations génétiques, aussi bien pour les neuropathies que les myopathies et peut-être aussi les mésenchymopathies maintenant. Vous avez ici une liste non exhaustive de ce qui est rapporté dans la littérature dans les dernières années, avec au sein de ces mutations génétiques des causes de pseudo-obstruction qui peuvent être ou non associées à des manifestations extradigestives. Ces maladies sont toutes rares, mais elles sont importantes à mettre en évidence si on est capable de le faire, parce que ça porte formellement le diagnostic et ça permet de porter un pronostic chez l'enfant et donc d'expliquer la maladie aux parents et d'engager la prise en charge au long cours. Donc, important de faire une enquête génétique approfondie et de demander la recherche de ces mutations génétiques, voire peut-être de trouver de nouvelles mutations génétiques.
Alors, comme on file et que on n'a pas vraiment le temps, on va survoler très rapidement les traitements qui sont malheureusement le plus souvent symptomatiques dans ces situations, qui sont à nouveau, je le répète, probablement les situations les plus complexes à traiter en gastro-entérologie pédiatrique. Alors, on a des traitements nutritionnels, des traitements médicaux avec certains médicaments prokinétiques, et puis la chirurgie. Et puis, il y a d'autres traitements qui sont un peu plus de la science-fiction dont on ne parlera pas aujourd'hui. Alors, en termes de médicaments prokinétiques, je sais qu'il y a une conférence après qui est super intéressante sur ces prokinétiques et je vais donc pas m'attarder. On a des agonistes 5-HT4 comme le cisapride, prucalopride qui sont des médicaments qu'on peut essayer mais qui sont le plus souvent peu efficaces, des agonistes cholinergiques, des macrolides qui sont susceptibles de déclencher des phases 3 du complexe migrant, érythromycine ou azithromycine, l'acide clavulanique qui déclenche également des phases 3 duodénales lorsqu'on l'administre chez des patients quand on leur fait une manométrie intra-duodénale, avec parfois un effet émoteur et sur la population bactérienne dans ces situations, donc ça vaut le coup de parfois l'utiliser. L'octréotide qui déclenche également des phases 3 et puis des agonistes du récepteur de la gréline. Antibiotiques et probiotiques peuvent être utilisés dans le cadre de la population bactérienne. Les probiotiques avec toujours le risque d'une translocation bactérienne si l'enfant est en parentéral avec un cathéter central. La chirurgie, elle est malheureusement pas curative, elle est plutôt palliative avec gastrostomie pour faire un drainage de l'estomac en cas d'épisode subocclusif. Les sécostomies qui peuvent parfois être utiles dans des situations de dysmotilité colique importante. Et puis, le plus souvent, on a recours à l'iléostomie pour mettre l'intestin grêle dans les meilleures conditions possibles pour que celui-ci puisse, si possible, être capable de subvenir aux besoins nutritionnels de l'enfant. Dans la littérature, on a également eu l'idée de faire des blocs cœliaques et des sympathectomies, l'idée étant de diminuer l'inhibition du système sympathique sur la motricité de l'intestin avec des effets plutôt anecdotiques. Et puis, on a également des essais de stimulation électrique gastrique ou de l'intestin qui marchent relativement bien pour l'estomac, peu pour l'intestin malheureusement. Et puis, évidemment, il y a la transplantation intestinale qui est indiquée en dernier recours avec les résultats que l'on sait souvent peu encourageants. Alors, le pronostic de ces maladies est évidemment plutôt mauvais. Selon les séries pédiatriques, on a de 10 à 31% de mortalité, ce qui est quand même extrêmement important. On n'a pas beaucoup d'autres maladies en gastro qui font mourir les enfants comme ça. On a une morbidité associée importante avec plus de 50% des enfants qui restent dépendants d'une alimentation parentérale au long cours. Ce qui signe la gravité de la situation. Et puis, on a des facteurs pronostiques qui sont rapportés dans la littérature, notamment plus mauvais pronostics pour les myopathies quand on a une atteinte diffuse du muscle lisse, quand on a un début ultra précoce, quand on a eu des chirurgies multiples qui vont induire des brides et des difficultés d'interprétation des syndromes subocclusifs ultérieure, et puis quand on n'a pas de phase 3 à la manométrie intra-duodénale, ça semble être de plus mauvais pronostics. Donc, en résumé et en conclusion, je pense qu'on peut retenir que la pipo reste un des problèmes les plus difficiles à prendre en charge en gastro-entérologie pédiatrique, et malheureusement, en 2020, on n'a pas beaucoup de progrès en dehors du diagnostic qu'on peut faire. Le diagnostic est basé sur l'histoire et la présentation clinique. Il est confirmé par la radiologie, les études de motilité et les études génétiques et métaboliques. La chirurgie doit être évitée au stade du diagnostic. Ça, je l'ai mis en rouge parce que il faut tout faire pour que nos amis chirurgiens n'ouvrent pas le ventre de ces patients-là, parce que évidemment, la chirurgie va induire des difficultés d'interprétation et des difficultés au niveau du transit ultérieurement si elle a été faite.
L'histopathologie, l'étude histopathologique n'est pas obligatoire, mais si des échantillons sont disponibles parce que l'enfant a été mis en iléostomie ou a été opéré pour une raison indispensable, ils doivent être traités conformément aux recommandations des directives internationales. On a en effet à notre disposition des recommandations pour l'étude et l'utilisation des échantillons de ces patients. Voilà, donc en 10 minutes, je vous ai, je pense, rapidement fait le point sur la situation et je vous remercie beaucoup. C'est Emmanuel. C'est Marie Balaïch, normalement. Merci Christophe, c'était remarquablement synthétisé. Comme tu le sais, on est en train d'établir un protocole national de soins sur les pseudo-obstructions intestinales chroniques. Je te rappelle à cette occasion qu'il faut que tu relises le papier car tu es co-signataire. J'avais quelques petites questions à te poser. La première, c'est que dans le traitement, c'est ce à quoi on est le plus confronté. On a une difficulté avec l'analgésie chez ces enfants qui ont des douleurs abdominales épouvantables, en particulier le problème de la gestion des morphiniques qui ne sont pas réputés être des prokinétiques. Quelles recommandations tu pourrais nous faire par rapport à cela sur est-ce qu'il faut les utiliser tant que c'est nécessaire, si jamais on peut les éviter, qu'est-ce que tu nous conseilles comme alternative? Écoute, c'est une excellente question. C'est une question qui est super difficile. C'est évident que les morphiniques doivent être contre-indiqués en raison de leur effet sur la motricité intestinale. Et donc, je pense que c'est vraiment une contre-indication formelle. Je pense que s'il y a des problèmes de douleur, c'est probablement le drainage qui est le plus efficace pour essayer de diminuer les symptômes des enfants, que ce soit le drainage gastrique ou le drainage par une iléostomie. C'est dans ces situations de grande douleur qu'on a été amené à essayer de faire des blocs cœliaques et des sympathectomies, et avec parfois, comme je l'expliquais, un effet bénéfique sur la motricité intestinale. Donc, ça, c'est une alternative qui éventuellement pourrait être proposée dans une situation ultra douloureuse. Vous savez que il est possible d'injecter les ganglions sympathiques en écho-endoscopie et que donc on a eu recours déjà à cette technique dans des situations où les enfants étaient très douloureux. On n'est pas obligé de détruire, de faire une sympathectomie complète par voie endoscopique, mais on peut injecter donc juste une injection d'anesthésiant local qui permet d'avoir une idée temporaire de l'efficacité de la manœuvre. Et puis, si c'est le cas, ça peut éventuellement être plus définitif. Donc, en termes de douleur, ça peut marcher de façon ça peut marcher de façon tout à fait importante. Au niveau des médicaments, on est extrêmement démunis et les morphiniques, à mon avis, sont vraiment évités. Une autre question aussi très, très spécialiste, tu as parlé des mises en stomie et des nutritions artificielles. Est-ce que pour toi, tout enfant qui est en nutrition parentérale doit bénéficier d'une stomie pour essayer de sevrer au plus vite l'enfant de la nutrition parentérale, ou est-ce que cette association entre guillemets de techniques thérapeutiques très agressives et invasives peut être, on va dire, dissociée l'une de l'autre? Je pense qu'à partir du moment où l'enfant a été grave et a été mis en iléostomie parce qu'il était intraitable, c'est évident qu'il est à ce moment-là en nutrition parentérale et que l'idée d'essayer de le sevrer est évidemment la bonne. À l'inverse, si on est dans une situation où on a un enfant qui a été mis en nutrition parentérale et qui, avant d'être mis en iléostomie, a une évolution plus favorable, c'est-à-dire que après qu'on l'ait drainé par l'estomac, que peu à peu son transit soit reparti, ou que on ait une situation néonatale avec une pseudo-obstruction néonatale et
évidemment, donc là aussi, une parentérale initialisée dès le début de la vie, mais que au fur et à mesure que le temps passe, on voit que l'enfant évolue plus favorablement, en tout cas est capable d'être sevré. Je pense que l'iléostomie n'est pas obligatoire. Donc, donc deux situations finalement. Une situation où l'enfant est très mal, il est mis en iléostomie parce que il répond pas du tout au traitement symptomatique initial. Et donc là, il va être mis en nutrition parentérale avec nécessité de le sevrer si on le peut. Autre situation, l'enfant est mis en parentérale parce que la situation a fait qu'il a été mis initialement avec un cathéter central. L'évolution ultérieure va guider l'indication d'iléostomie. Donc, c'est pas obligatoire. À partir du moment où on est dans une situation sévère, on peut ne pas... en d'autres termes, les enfants peuvent parfois être surprenants et évoluer favorablement, même sans iléostomie. Et une dernière question, tu as parlé des... Marc, je pense qu'il va falloir couper et garder éventuellement une ou deux questions à la fin, mais on a pris un peu de retard. Je suis désolé, il y a une question de l'équipe de Lyon sur le chat. Christophe, si tu restes avec nous, on te la posera peut-être à la fin. On va passer, si vous le voulez bien. Il va falloir que je vous quitte, moi. Ah, donc bon, désolé pour le timing. Donc, si Christophe nous quitte, je vous pose la question de Lyon directement. Existe-t-il des méthodes d'exploration fonctionnelle basées sur l'enregistrement des activités électriques de l'intestin, équivalent de l'électromyographie? Alors, il y a eu des études électromyographiques de l'intestin, mais qui sont invasives, qui sont aussi invasives qu'une manométrie de l'intestin. Et il y a également les techniques d'électrogastrographie qui utilisent donc l'analyse de l'activité électrique de l'estomac, mais qui, à ma connaissance, n'ont pas un intérêt évident dans la pseudo-obstruction intestinale. Merci beaucoup, Christophe, de t'être levé au Merci beaucoup. Et on va passer à la présentation de Frédéric Gautran, si vous le voulez bien. Et du coup, je ne devais pas être présent parce que ma réunion était... Voilà, je vous ai rejoint en retard, donc j'ai envoyé quelque chose d'enregistré. Je pense que, comme vous voulez. C'est ça qui part, Frédéric. C'est parfait. Chers amis, chers collègues, l'amélioration ces dernières années du pronostic des maladies neuromusculaires ont permis de faire apparaître des complications inhabituelles, peu observées jusqu'à présent, et je vais prendre les quelques minutes qui viennent pour passer en revue avec vous les manifestations de dysmotricité digestive sévère qui sont observées de plus en plus fréquemment dans les maladies neuromusculaires. Cette diapositive vous montre mes liens d'intérêt, de consultance et de contrat de recherche. Je vais suivre un plan très simple puisqu'il part de la bouche pour se terminer au niveau de l'intestin, en abordant les troubles de la motricité œsophagienne, puis les gastroparésies, les pseudo-obstructions intestinales chroniques, sujet qui a été présenté juste avant ma présentation, et puis les complications de ces troubles digestifs de la motricité intestinale, que sont le syndrome d'Ogilvie, le volvulus du sigmoïde. La pince mésentérique est une complication qu'il faut maintenir en tête, que je mentionne mais que je ne détaillerai pas ici, et qui est plutôt une complication de dénutrition aiguë et des troubles de la statique du rachis comme la scoliose. Je vais commencer par une observation clinique récente d'un jeune adolescent de 16 ans suivi pour une myopathie de Duchenne de Boulogne. Son histoire digestive commence dès l'âge de 11 ans où il consulte pour l'apparition progressive d'une dysphagie haute avec des blocages alimentaires et une perte
de poids significative. Il bénéficie de différentes explorations endoscopiques, ORL et radiologiques, et il a finalement une manométrie digestive de haute résolution qui met en évidence de façon isolée des anomalies d'ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. Ces ouvertures sont très brèves et le tonus de ce sphincter est très élevé. Il bénéficie d'un traitement ORL endoscopique par une section partielle de ce sphincter qui permet une amélioration significative, sans disparition complète des symptômes et une reprise pondérale. Cet adolescent est alors plus directement suivi dans notre équipe. Il va reconsulter récemment, il a l'âge de 16 ans, et la dysphagie réapparaît, elle est extrêmement gênante. Il a dû changer la consistance de son alimentation, il n'y a plus que les mixés très fins qui passent, avec cependant une stase alimentaire, une dysphagie qu'il localise très haute, il recrache la plupart du temps, et il est nourri de façon quasi exclusive par la gastrostomie qui a été mise en place par ailleurs pour lutter contre sa dénutrition et aussi l'aérophagie qu'il présente en raison de la ventilation au masque dont ce patient bénéficie. Il a une endoscopie ORL, une fluoroscopie de déglutition qui montre un défaut important de propulsion laryngée avec une stase et un défaut de vidange hypopharyngé. Il bénéficie alors d'une nouvelle manométrie digestive de haute résolution qui va retrouver un sphincter supérieur de l'œsophage hypertonique. Vous voyez les pressions très supérieures aux normales décrites pour l'âge. Ces ouvertures du sphincter sont synchrones des ondes pharyngées, mais cependant l'ouverture est incomplète et la durée de cette ouverture et de ces ouvertures est très brève. Ce qu'on complète le tableau à la manométrie, des troubles du péristaltisme du corps œsophagien sur les 2 tiers inférieurs, dont je vous rappelle qu'ils correspondent à de la musculature lisse. Et si le sphincter inférieur de l'œsophage a une pression normale, il a un renforcement très important de son tonus au moment des ondes péristaltisme hyperkinétique. On se trouve là devant un tableau complexe de dysmotricité haute qui associe une achalasie du sphincter supérieur de l'œsophage et une anomalie du péristaltisme œsophagien pour lequel actuellement nous n'avons pas de possibilité thérapeutique efficace à part la limitation de la prise alimentaire et de la nutrition par la gastrostomie, ce qui est bien entendu une solution très dégradée. Passons à l'estomac, et donc le tableau là est caractéristique de façon aiguë. Ce peut être une urgence vitale car c'est responsable d'une déshydratation aiguë, d'hypoglycémie, voire de perforation gastrique. Quand vous voyez sur la radio d'abdomen sans préparation cette énorme poche à air gastrique, cet estomac dont on imagine qu'il se projette sur l'ensemble de l'hypochondre gauche pratiquement jusqu'au crête iliaque, et quand vous voyez sur cette image d'IRM cet estomac plein, volumineux, distendu, refoulant le côlon transverse vers le bas et la vessie. Des facteurs déclenchants sont décrits: un repas trop abondant, la ventilation assistée qui l'aggrave, beaucoup de ces enfants ont une ventilation assistée, des facteurs émotionnels, notamment le stress, et le décubitus régulier et prolongé. Les signes cliniques sont parfois caractéristiques comme des douleurs abdominales épigastriques, un ballonnement des vomissements, mais parfois ce sont des signes trompeurs comme une dyspnée, des malaises ou une hypotension artérielle qui vont faire l'appel. Le traitement de la gastroparésie, bien entendu, traitement symptomatique, hydraté, corriger l'hypoglycémie, l'exsufflation par une grosse sonde gastrique en PVC, c'est une des situations où il faut mettre des sondes de gros calibre. L'utilisation des médicaments est extrêmement discutée, en tout cas il n'existe pas de preuve à ce jour que les médicaments tels l'érythromycine qui vont faciliter la vidange gastrique et la motricité intra-duodénale
soit efficace dans ces situations. Les complications sont, comme je vous l'ai dit, la déshydratation, la détresse respiratoire et la perforation gastrique. Descendons encore d'un étage pour s'arrêter quelques minutes sur la pseudo-obstruction intestinale chronique. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un syndrome clinique caractérisé par des épisodes chroniques et ou itératifs. On est donc bien sur du chronique, à la différence de l'ogilvie dont on va discuter, qui est une manifestation aiguë, évoquant une obstruction mécanique de l'intestin. Vous voyez cette radio d'abdomen sans préparation avec cette distension majeure de l'ensemble des anses intestinales qui paraissent épaissies et diffuses, mais pour laquelle aucun obstacle n'est mis en évidence. Elles sont rares dans ces situations. En général, elles sont idiopathiques. Je ne reprendrai pas l'ensemble des étiologies qui viennent de vous être détaillées. J'exclus bien entendu ces maladies mitochondriales de diagnostic plus précis, plus récent, qui associent une myopathie à une pseudo-obstruction intestinale chronique, mais pour m'arrêter à ces atteintes de la musculature lisse qu'on peut voir dans certaines connectivites, mais dans des dystrophies musculaires et dans un certain nombre de myopathies. Ce sont des complications rares dans ces myopathies, mais difficiles à prendre en charge dans le contexte. Les facteurs de risque ont été identifiés, l'alitement, la dénutrition, l'hypokaliémie, qui bien entendu est un facteur déclenchant, favorisant des troubles de la motricité intestinale, la situation post-opératoire ou la constipation chronique avec la distension chronique intestinale liée à cette constipation. Complications graves chez ces patients qui peuvent les précipiter, aggraver la dénutrition. Le traitement aujourd'hui n'est pas codifié. Il repose bien sûr sur la réhydratation, la correction des troubles hydroélectrolytiques. L'aspiration, c'est dans le cas de l'ogilvie, du volvulus, du sigmoïde qu'on verra juste après, qui est donc une de ces complications potentielles, et des traitements prokinétiques comme le prucalopride ou la prostigmine. Et j'ai mis 3 points d'interrogation, j'aurais pu en mettre 5. Les études sont extrêmement minces, rapportées à quelques cas cliniques, et il n'y a pas d'évidence de leur efficacité. Parfois, une dérivation chirurgicale, colostomie, voire iléostomie est nécessaire. Et enfin, parfois, et vous imaginez que cela pose du coup des questions éthiques compte tenu du contexte et du pronostic évolutif de la maladie neuromusculaire sous-jacente, la nutrition parentérale quand le tube digestif n'est absolument plus utilisable. Complications aiguës rapidement, le syndrome d'Ogilvie, qui est donc une pseudo-obstruction colique aiguë, sans cause mécanique, et le traitement sont soit les médicaments prokinétiques dont vous avez ici les posologies dont je viens de parler, néostigmine intraveineux ou péros, le prucalopride, d'autres prokinétiques, les laxatifs, mais bien entendu pas en situation aiguë de distension, et finalement la coloexfluflation avec la montée d'un tube de Faucher d'aspiration, une aspiration douce est placée, le tube de Faucher est laissé en place, et quand le transit reprend, au bout de quelques heures à quelques jours, le tube de Faucher est spontanément éliminé. La dernière complication de ces troubles de motricité sur lesquels je vais insister, le volvulus du sigmoïde. Vous voyez ici le mécanisme chez un volvulus extrêmement dilaté, un sigmoïde très dilaté qui va volvuler sur lui-même, qui peut être parfois une complication chirurgicale avec une perforation. Donc vous voyez ici le tableau avec le sigmoïde très dilaté sur cette radio d'abdomen sans préparation, également sur ce cliché, et l'aspect péropératoire quand il est nécessaire d'opérer, le traitement de première intention et la coloscopie, avec aspiration, quand on passe le sifflet de l'étranglement du sigmoïde, on arrive à exsuffler de façon très spectaculaire l'abdomen du patient, qui est très impressionnant. Il faut retenir que la chirurgie secondaire de fixation, de résection est nécessaire, car les récidives sont constantes. Donc en conclusion, ces troubles de motricité digestive sont possibles chez l'enfant en situation de pathologie neuromusculaire et de cause multifactorielle. Elles ont un impact sur le confort et la qualité de vie et l'état nutritionnel. Il faut les repérer car les signes sont souvent peu spécifiques et chroniques larvés.
les traitements ne reposent pas que sur les laxatifs et elles ont des complications rares mais redoutables et auxquelles il faut penser même devant des signes peu évocateurs, acidose, détresse respiratoire par exemple. Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Emmanuel. Oui, Thierry? Frédéric, tu es arrivé un petit peu en retard. Je propose, pour regrouper les questions à la fin, après la présentation de Guillaume Gourcerol, qui va nous parler de la pharmacologie dans les dysmotricités sévères, avec les traitements utilisés par l'adulte, chez les adultes. Bonjour à tous. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Le son, oui. Le partage d'écran n'est pas encore arrivé. Normalement, je l'ai partagé. Alors, il y a marqué qu'il est en pause. Donc, je le repartage. Ah, ça y est. C'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Bon, donc merci pour votre invitation pour parler de la pharmacologie de la dysmotricité intestinale. Alors, je vous ai illustré la dysmotricité par une image de manométrie haute résolution en 3 dimensions qui illustre une phase 3 du complexe moteur migrant. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai quelques liens d'intérêt à déclarer. Normalement, chacun d'entre eux n'avait pas de relation avec les présentations du jour. Et puis, je me rends compte que finalement, au travers des questions, ils vont peut-être en avoir. Alors, je vais déclarer au fur et à mesure. Et je profite aussi de cette diapositive de lien d'intérêt pour dire que moi, je suis plutôt un spécialiste de l'adulte et pas du tout de la pédiatrie. Mais vous verrez néanmoins, un certain nombre de questions que vous vous posez ont déjà été au moins partiellement répondues chez l'adulte et peut-être qu'on se retrouve finalement avec des situations comparables chez l'enfant. Et je profite de cette diapositive pour souligner quelques points qui ont été soulevés précédemment. L'électrogastrogramme chez l'adulte ne sert strictement à rien. Je ne sais pas chez l'enfant, mais en tout cas chez l'adulte, ça ne sert à rien. N'investissez pas dans cet équipement. Les électromyographies ont été réalisées chez l'adulte il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Elles ont été abandonnées car les équipements ne sont pas, comment dirais-je, pour des questions d'hygiène, parce qu'on a du mal à les désinfecter. Ils n'étaient pas désinfectables et à utilisage multiple. Donc, on a abandonné les électromyographies au profit de la manométrie. J'en profite aussi pour dire qu'il y a une question qui a été posée sur les opioïdes. Chez l'adulte, les opioïdes ne sont plus du tout contre-indiqués dans les situations de poids, tout simplement parce que nous avons des antagonistes périphériques des récepteurs mu-opioïdes, les PAMORA. Et là, j'ai un lien d'intérêt avec un des développeurs d'un de ces PAMORA, ce qui fait que chez l'adulte, c'est possible d'utiliser des opioïdes, même si chez l'adulte, la pseudo-obstruction est quand même rarement douloureuse. En tout cas, c'est pas le symptôme dominant. Et puis enfin, quelqu'un avait soulevé l'option des agonistes de la gréline. Là aussi, j'ai un lien d'intérêt avec Allergan. Vous savez que le développement des agonistes de la gréline viennent juste d'être suspendus après le rachat d'Allergan par AbbVie. Et donc, tous les essais de phase 3 et tous les essais attenant à ces molécules ont été stoppés. Et donc, je crains malheureusement que nous n'ayons pas ces molécules-là dans le futur à disposition. Alors, pour revenir sur la pharmacologie de la POAC, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, il n'y a absolument aucun essai randomisé contre placebo. Ça, c'est probablement lié au fait que la maladie est relativement rare. Ça, ce sont des données rouennaises chez l'adulte avec une série de près de 300 manométries sur lesquelles, vous voyez, on a identifié à peine plus de 10% de réel POAC. Ce qui veut donc dire que ce sont des diagnostics relativement rares et il est assez difficile de mener des essais randomisés sur des maladies qui sont très rares. Alors, il faut savoir un petit peu quelle est la cible que l'on vise. Idéalement, on aimerait bien améliorer les symptômes parce que c'est finalement pour ça que les malades viennent nous voir. On se dit que probablement pour améliorer les symptômes, il va falloir améliorer la motricité. Et chez l'adulte, c'est pas toujours aussi vrai, ou en tout cas le lien est pas toujours aussi net. Mais néanmoins, souvent cette motricité, c'est notre première cible.
parce que on peut la mesurer, on peut la palper, on peut la voir. Quant aux symptômes, par définition, ils sont de nature relativement subjective. Il faut naturellement aussi peser le risque et puis voir aussi quelle est la disponibilité de l'agent pharmacologique, et vous allez voir que c'est pas si simple. Et donc, en fait, dans la majorité des études, la première cible pour le traitement pharmacologique, c'est la motricité. Et l'événement moteur qui est le plus marquant, c'est la survenue de la phase 3 du complexe moteur migrant, parce que c'est probablement la composante la plus importante de la motricité du grêle. Alors que je dérive de l'adulte, puisque chez l'adulte, nous avons finalement plusieurs formes. Nous avons des formes dont la sévérité est relativement modérée chez des malades qui n'ont pas besoin d'avoir recours à une nutrition parentérale. Et puis on a des malades effectivement plus sévères qui ressemblent probablement plus à ceux que vous voyez en pédiatrie. Alors voilà l'historique un petit peu des molécules dont on a pu bénéficier chez l'adulte. Je les ai listées ici, mais vous allez voir que la liste va se raccourcir chez l'enfant. D'une part parce que le cisapride et le tegacérode ont été retirés du marché chez l'adulte pour leurs effets secondaires. Le cisapride allonge le QT. Le tegacérode avait des effets secondaires aussi cardiovasculaires. La dompéridone, elle est disponible chez l'adulte en France, mais elle n'est peu disponible chez l'enfant en France parce qu'elle allonge aussi l'espace QT. Le métoclopramide n'est pas disponible chez l'enfant à cause du syndrome extrapyramidal qu'il peut induire. Et puis enfin, le prucalopride, il n'y a pas de formulation pédiatrique. C'est un agoniste sérotoninergique qui n'a pas les effets secondaires du cisapride sur le QT, mais qui, en France en tout cas, n'est pas disponible ni chez l'enfant, et chez l'adulte, il n'est pas remboursé, ce qui fait que, bien que la molécule soit relativement sympathique, elle est assez peu prescrite. Donc en fait, chez l'enfant, il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste la trimébutine, éventuellement un peu de dompéridone pour les plus grands, et la trimébutine, c'est au-delà de 2 ans. Alors, la trimébutine, on l'utilise parce que elle peut stimuler les phases 3 du complexe moteur migrant, et dans les formes modérées, c'est probablement peut-être une molécule à laquelle on ne pense pas suffisamment. Mais en tout cas, sa caractéristique principale, c'est de stimuler les phases 3. Alors, on va tout de suite attaquer les formes sévères, où là, on a quelques molécules qui sont pas toutes jeunes, malheureusement, qui ont déjà beaucoup servi chez nos malades, l'érythromycine, l'octréotide, et puis, on va dire le couple un petit peu péridostigmine-néostigmine qui agissent de la même manière. Alors, on va commencer avec l'octréotide, c'est probablement la molécule la plus utilisée dans les formes sévères, en tout cas chez l'adulte. C'est un agoniste des récepteurs de la somatine de type 2. Et on utilise cette molécule parce qu'on s'est aperçu que l'octréotide était capable de stimuler la survenue de phase 3 intestinale. Si vous faites une injection et que vous faites un enregistrement manométrique, vous allez observer dans les 10 minutes qui suivent, c'est vraiment assez immédiat, la survenue d'une ou de plusieurs phases 3 du complexe moteur migrant, sous réserve naturellement que l'intestin grêle soit répondeur. Il peut arriver que certains grêles ne soient pas répondeurs tout simplement parce qu'il n'y a plus de muscle ou plus de nerfs. Et quand il reste un peu de muscle et un peu de nerfs, vous avez une réponse motrice qui est assez jolie à enregistrer. Et sur le plan symptomatique, il peut y avoir aussi un bénéfice à utiliser cette molécule. Alors voilà les paramètres moteurs. Je vous ai dit, ce n'est pas des essais de randomisés contre placebo. La première étude, c'était 6 sujets sans 5 sclérodermies. Mais malgré tout, chez les malades sclérodermiques, on a observé une réponse motrice qui était assez séduisante et qui fait qu'aujourd'hui encore, on utilise beaucoup l'octréotide chez ces malades. Sur le plan des symptômes, dans cette première étude, on a pu voir une amélioration un petit peu parallèle des symptômes avec l'amélioration de la motricité digestive. L'inconvénient de cet octréotide, c'est que c'est une voie parentérale, que c'est souvent 2 à 3 injections par jour chez l'adulte, et qu'on n'a finalement aucune idée de l'efficacité des formes retard qui peuvent exister. Donc, finalement, c'est un traitement qui n'est pas le plus pratique, mais qui est relativement efficace. Alors, chez l'adulte, assez peu d'études disponibles. Moi, j'en ai noté 3. Vous voyez, sur un nombre de malades très restreint, avec à chaque fois une efficacité symptomatique et une efficacité motrice, même si ce ne sont pas des études contrôlées. Chez les enfants, 2 séries,
paradoxalement sur des effectifs un tout petit peu plus conséquents, qui là encore retrouvent une efficacité symptomatique et motrice. Alors, la deuxième molécule à laquelle on peut avoir recours, c'est l'érythromycine, qui est effectivement d'abord un antibiotique, mais dont le hasard a fait qu'il est également un agoniste des récepteurs à la motiline. Et la motiline, vous le savez, c'est un peptide qui ressemble étrangement à la gréline. Et alors, l'érythromycine, quand on l'injecte par voie parentérale, par voie intraveineuse, eh bien, sa propriété, c'est qu'elle stimule cette fois-ci des phases 3 gastriques, là où l'octréotide stimulait des phases 3 purement intestinales. Alors, je vous rassure, quand on injecte de l'érythromycine, la phase 3 gastrique se poursuit dans l'immense majorité des cas par une phase 3 intestinale, mais c'est ce qui explique que l'érythromycine est à la fois efficace sur la vidange gastrique et sur le transit intestinal. Alors, il y a eu beaucoup d'études sur l'érythromycine dans la gastroparésie. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est peut-être pas forcément la première manifestation de la poix. Je vais surtout vous montrer l'efficacité de l'érythromycine sur la motricité du grêle. Très peu d'études. Là encore, des études essentiellement chez l'adulte, que ce soit des patients soit avec sclérodermie, soit avec POAC. Chez les patients avec sclérodermie, eh bien, l'érythromycine accélère la vidange gastrique par voie intraveineuse, mais pas péros. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'érythromycine, c'est qu'elle est beaucoup plus efficace par voie parentérale que par voie orale. Et elle a une efficacité symptomatique sur les nausées, les vomissements, mais elle peut parfois avoir un effet paradoxal où, au moment de l'injection, ça peut augmenter de manière transitoire les nausées et les vomissements. Chez les malades avec POAC, eh bien, vous voyez que sur 15 malades, il n'y en avait que 6 qui étaient répondeurs sur le plan symptomatique. Donc, finalement, c'est peut-être une molécule, je dirais, plus de secours. Elle a un inconvénient, c'est qu'elle allonge l'espace QT, comme la dompéridone, comme le cisapride, et que donc, chez l'adulte, en tout cas, il faut faire assez attention avec ça et à pas la mélanger avec d'autres médicaments qui peuvent allonger l'espace QT. La dernière catégorie, je les mets toujours ensemble parce qu'ils agissent par le même biais, c'est la néostigmine et la pyridostigmine, qui sont des inhibiteurs de la cholinestérase. Alors, ces molécules ont été surtout étudiées pour l'ogivie, qui, à mon avis, n'est pas exactement la même entité nosologique chez l'adulte que la POAC, et avec là, pour le coup, des études contrôlées assez bien faites, publiées dans le New England, qui montrent clairement que ces agents, ces inhibiteurs cholestérasiques, sont efficaces sur la motricité du côlon. Sur le grêle, une seule étude à ma connaissance, 11 POAC et 20 volontaires sains, avec une efficacité de la néostigmine sur la motricité de l'intestin grêle. Voilà, on a assez peu de données sur les symptômes. Je dois bien avouer que nous, chez l'adulte, on l'utilise quand on ne peut pas faire autre chose, mais on l'utilise finalement assez peu. Souvent, on reste plutôt sur l'octréotide et ou l'érythromycine. Dernier point dans la POAC, puisque je vais essayer de me limiter en 10 minutes, c'est la pullulation microbienne du grêle qui survient souvent de manière associée à la disparition ou à l'altération des phases 3 du complexe moteur migrant. Donc, c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment au cours de la POAC. Et parfois, ça peut être utile de traiter cette pullulation microbienne du grêle de manière associée. Alors, chez l'adulte, il y a une étude randomisée contre placebo chez 80 patients avec un syndrome de l'intestin irritable. Là, on n'est pas dans la POAC, on est dans le syndrome de l'intestin irritable, mais qui montre une efficacité symptomatique de la norfloxacine chez l'adulte. Alors là encore, la norfloxacine, en France, maintenant, on l'a plus, puisque on peut plus la trouver en officine. Donc, on est obligé de se reporter sur d'autres molécules. Et dans les études en ouvert qui ont montré une efficacité certaine, il y a la rifaximine. Là encore, la rifaximine, vous ne l'aurez pas en France, enfin, si vous êtes médecin. Si vous êtes vétérinaire, vous l'aurez. Si vous êtes médecin dans le reste de l'Europe, en Allemagne, en Bulgarie, en Roumanie ou en Afrique du Nord, vous aurez la rifaximine, mais en France, on ne peut pas l'avoir. En tout cas, dans cette indication-là. Et il nous reste simplement le métronidazole et puis l'amoxicilline avec l'acide clavulanique, pour lesquels les niveaux de preuve sont relativement faibles dans la pullulation microbienne de l'intestin grêle. Et ce qui est intéressant aussi de manière associée avec ces antibiotiques, c'est de pouvoir traiter ces malades avec de l'octréotide, puisque l'octréotide va stimuler les phases 3. Les phases 3 vont aider à la clairance bactérienne de l'intestin grêle. Et en fait, l'octréotide
sans avoir d'effet bactéricide, peut être suffisant pour améliorer la pullulation microbienne de l'intestin grêle. Hop là. Voilà, donc en conclusion, ça c'est une conclusion un petit peu tirée de chez l'adulte. En première ligne, nous, chez l'adulte, on a plutôt tendance à proposer du méthoclopramide, de la dompéridone, de la trimébutine ou du précalopride. Je pense que chez l'enfant, malheureusement, la seule molécule que vous pouvez utiliser tranquillement, c'est la trimébutine. En deuxième ligne, l'octréotide. Le problème, c'est qu'il faut s'injecter tous les jours et qu'on n'a aucune donnée sur l'efficacité des formes retard. Chez l'adulte, il faut faire attention à la lithiase biliaire qui survient en général dans les 2 premières années de prescription, puisque l'octréotide diminue la contractilité vésiculaire. Et puis, attention au diabète chez l'adulte. On a aussi l'érythromycine, attention à l'allongement du QT, surtout s'il y a une gastroparésie associée. Et puis, la néostigmine ou la pyridostigmine, on la réserve souvent quand il y a une atonie colique associée. Et puis, dans tous les cas, nous, on recherche et on traite une éventuelle pullulation microbienne de l'intestin grêle, soit avec l'octréotide si le malade en bénéficie déjà, soit parfois avec du métronidazole. Je pense que c'est peut-être la molécule qui a le meilleur rapport bénéfice-risque, à mon avis. Voilà, j'ai essayé de tenir en 10 minutes et je suis ouvert à toutes vos questions. Super. Donc, on va faire une petite discussion à la fois avec Frédéric et avec Guillaume. En ce qui concerne l'encéphalopathie et les différentes complications, est-ce que pour toi, les enfants qui ont une encéphalopathie ont une forme clinique de pseudo-obstruction intestinale chronique ou pas, Frédéric? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien, un continuum qui pourrait éventuellement s'évoquer ou pas? Entre quoi et quoi? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Ouais. Je disais, entre les encéphalopathies sévères, oui, avec des dysmotricités, et ce qu'on appelle, nous, pseudo-obstruction intestinale chronique, oui, est-ce que, pour toi, il peut y avoir un continuum? Oui. Ou bien est-ce que on est quand même avec des myopathies qui peuvent être associées ou pas aux neuropathies ou des pathologies qui sont distinctes de cela? Ouais, c'est une bonne question. J'ai focalisé mon topo sur les myopathies, Duchenne, amyotrophie spinale, pour lesquelles ces complications sont bien décrites et des anomalies, y compris la musculature lisse, ont été décrites. Et à côté de ces patients, on a des tableaux d'ogives, de volvulus du sigmoïde, mais aussi d'authentiques, en tout cas ça ressemble à une poïque. Moi je dis que ce sont des constipations d'épuisement chez des polyhandicaps sévères, donc pas du tout des maladies neuromusculaires, mais des maladies centrales, encéphalopathies diverses, malformatives ou fixées en période néonatale, qu'on voit arriver avec des tableaux d'Ogilvie en post-op d'une scoliose par exemple, ou qu'on voit arriver avec des constipation de moins en moins gérable malgré des doses massives de laxatifs. Et on a quelques-uns de ces enfants à qui on a fait, une grande jeune fille où on est passé en soins palliatifs parce que, bref, tout se complique. Elle a une scoliose, elle a des apnées, mais on lui a fait une colostomie parce qu'elle était dans un tableau d'adynamie colique massive ne répondant à rien et qu'on a voilà. Et donc ça, moi je alors c'est de la physiopathe de comptoir peut-être, mais moi je dis que c'est une poïque d'épuisement sur des constipations tellement anciennes, tellement sévères comme on a chez ces enfants multifactoriels, voilà. Mais c'est pas authentiquement décrit. Quand tu fais la biblio et tu fais polyhandicap et poïque, tu trouves que dalle. Et c'est pas dans les listes des tableaux d'habitude. Mais on en a, vous devez en avoir, ou d'autres on doit en avoir dans l'assistance, non? À ce propos, ce statut d'inertie colique, effectivement, est-ce que chez l'adulte comme chez l'enfant, vous avez parfois recours à ces sécostomies et ces lavages itératifs, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas du tout utilisé dans vos recours thérapeutiques chez l'adulte, Guillaume? Alors, chez l'adulte, nous, on distingue plusieurs situations.
La première, c'est celle de la poique. La poique, c'est soit une atteinte isolée du grêle, soit une atteinte diffuse du tube digestif. Et chez ces malades-là, là, pour le coup, le collège de chirurgie nous recommande de les opérer le moins possible. Et donc, le recours à ces différentes techniques de la poique n'est pas recommandé en France, dans d'autres pays peut-être. Concernant l'ogilvie et l'inertie colique, qui sont là des entités qui touchent exclusivement le côlon, on peut éventuellement avoir recours à ces techniques-là. Parfois, dans les situations où on suspecte une poique, on fait une manométrie du grêle pour être sûr que ce ne soit pas une poique et que ce soit juste une atteinte isolée du côlon. Et effectivement, les irrigations antérogrades peuvent être une option pour essayer de traiter ces malades. On a parfois même recours sur de vraies inerties coliques à des colectomies totales. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Et est-ce que dans le même type de lavement, vous utilisez, alors j'ai pas de lien d'intérêt avec, les lavements de type dit péristine? Ouais. Chez l'adulte, oui. Pour compléter, Jérôme, pardon, Marc, on a fait une soirée sur les troubles digestifs, constipation, etc. des enfants polyhandicapés, et on a pas mal de centres de rééducation, de centres d'instituts motrices qui prennent en charge ces enfants, qui rapportent de bonnes expériences de ces lavements intermittents chez ces enfants qui vont quand même qui remontent assez loin, hein, donc qui ont l'air d'avoir leur place en dehors des spina bifida ou des encoprésies majeures. Je pense qu'il y a une indication chez ces patients. Bien, j'ai entre guillemets maintenu le suspense jusqu'à sa fin. Je ne sais pas si j'ai le redoutable privilège de finaliser cette table ronde. Les problèmes techniques inhérents, on vous prie de nous en excuser. On souhaite un bon appétit à Frédéric et on espère vous retrouver bientôt sur les antennes du groupe francophone. Et donc, je laisse le président clore la session.